Bonsoir à vous qui nous suivez. Merci de nous rejoindre pour Écho, comme tous les lundis. Nous recevons ce soir Ousseynou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, M. Amara. Vous êtes responsable de l'APR à Bambilor. Absolument, effectivement. Responsable cadre APR de Bambilor et membre de la CCR départementale de Rufisque. Alors, il semble que le parti traverse une crise, disons, à peu près comme dans beaucoup d'autres régions, villes du pays. À Bambilor, il semble que le parti traverse une crise. Oui, tout à fait. Dire que le parti ne traverse pas une crise au niveau du département de Rufisque et particulièrement au niveau de Bambilor et des 4C, c'est se voiler la face. Je pense que nous le reconnaissons. Nous reconnaissons qu'il y a des difficultés, mais que c'est des difficultés qu'on peut surmonter si on les affronte vraiment. C'est quoi justement le problème ? Bon, le problème, vous savez, c'est vrai que les gens ont l'habitude de dire que le parti, il n'est pas structuré. Donc, ça pose effectivement un problème de cohérence dans la gestion du parti au niveau local. Mais ça va beaucoup plus loin. Vous savez que le parti... Quand vous dites ça va plus loin, vous parlez des problèmes ? Non, je dis ça va plus loin, ça va plus loin. C'est vrai qu'au niveau au niveau aussi bien de la structuration du parti, mais le plus souvent c'est les égos de nous autres responsables qui font que nous créons des problèmes souvent là où il n'y en a pas. Les égos ou disons les ambitions? Oui, quand je dis ambition et l'ego en politique, il y va de soi. Par exemple, pour revenir au cas du département de Rufisque que je connais, il y a ce qu'on appelle communément des responsables de la première heure. Moi, je dirais tout simplement les porteurs du projet du président de la République quand il s'est séparé du président Abdoulaye Wade. Effectivement, ces personnes-là, ce sont des artisans de la création de notre parti, l'Alliance pour la République. Ils ont le mérite d'être là aux premières heures, aux côtés du président de la République. Ça, c'est quelque chose que nous saluons parce que c'est des engagements que tout le monde ne pouvait pas faire au moment où notre président se séparait de Maître Abdoulaye. Et donc le problème, c'est ceux qui sont venus entre les deux tours de la présidentielle. Les alliés. Il y a et ceux qui sont venus après le deuxième tour ou pendant le deuxième tour, et même ceux qui étaient là aux premières heures de l'APR, effectivement, les responsabilités sont partagées. Et pour le cas de votre zone, celui qui est le plus en vue, je veux dire, l'allié qui est le plus en vue, c'est le ministre Omar Gueye. Vous aviez, j'ai l'impression, un problème particulier avec lui. Non, pas un problème pas tout à fait particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de personne, mais c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je vous disais tantôt que même les membres fondateurs du parti, les porteurs du projet du président de la République, ceux même là qui ont implanté le parti dans le département, ont une lourde part de responsabilité dans la situation actuelle. Je m'explique. Parce que le fait d'être là aux côtés du président de la République aux premières heures, c'est une bonne chose. Mais c'est comme on a l'habitude de le dire, c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'être là et se recoquiller derrière le parti fermé, ne pas ouvrir, parce qu'un parti jeune doit grandir, doit s'élargir, mais sur des bases quand même claires. Parce que ce qui est à l'origine de la création de notre parti, c'est-à-dire que les injustices, les brimades que les responsables de l'APR ont vécues au sein du Parti démocratique sénégalais, ça, ces erreurs-là et ces injustices-là ne doivent pas être reconduites dans notre parti. Et malheureusement, c'est pratiquement ça qui est à l'origine de la plupart des divergences entre les responsables de la première heure et ceux qui sont venus plus tard accompagner le président de la République. Alors, le parti doit grandir, vous l'avez dit, et c'est en fait, c'est à l'unanimité, tout le monde le pense, à l'APR, à commencer par le chef de l'État qui a d'ailleurs créé une cellule pour accueillir ce qu'on peut appeler en jargon politique les transhumants. Vous avez vraiment envie de grandir, mais vous avez des problèmes avec ces transhumants-là et c'est ce qu'on ne comprend pas.
On a envie de grandir comme tout parti politique qui aspire à accéder au pouvoir ou qui accède au pouvoir et qui aspire à y rester. On a envie de grandir, mais on n'a pas envie de grandir avec toutes les tares des autres partis qui nous ont précédés au pouvoir. Le PS, quand il était au pouvoir, lorsqu'il l'a perdu, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc tous les ténors ont quitté le navire PS pour aller transhumer dans le parti du PDS. Et vous avez vu, et ça a même été à l'origine du non-renouvellement des instances du parti. En 2000, lorsque le PDS est arrivé au pouvoir, avec les ralliements massifs des barons et des ténors du PS, quand le PDS a voulu structurer son parti, alors quand ils sont allés à Kaolack, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des ténors du Parti Socialiste qui ont tout simplement acheté toutes les cartes qui étaient disponibles pour Kaolack. Et le président, M. Abdoulaye Wade, a dit que ça ne pouvait pas continuer. Parce que si renouvelé comme ça, tous les responsables du Parti Socialiste viendraient occuper les premiers rôles au sein de son parti. Et ça le plomberait. Et j'ai l'impression que c'est l'une des préoccupations principales des militants de la première heure. C'est-à-dire les alliés sont un peu, si je peux me le permettre, gâtés. Non, c'est-à-dire que ce que nous ne devons pas accepter, c'est de reprendre et de refaire les mêmes erreurs qu'on avait faites quand on était au PDS. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Aujourd'hui, les responsables de l'APR, nous autres qui ont adhéré librement, je dis bien librement, au sein du parti, c'est parce que tout simplement, nous avons observé notre président, notre leader, Macky Sall, aussi bien dans le parti démocratique que lorsqu'il est sorti. Alors, c'est pour ces valeurs-là que des hommes et des femmes ont abandonné tout ce qu'ils faisaient, certains leur parti, d'autres qui n'avaient même jamais milité dans un parti, qui ont pris l'engagement de soutenir et de porter le président Macky Sall à la tête de ce pays-là. Et ces gens-là, ce n'est pas des gens qui ont adhéré au parti parce que tout simplement on leur a promis des postes ou bien parce que tout simplement on leur a offert de l'argent ou des prébendes. Non, c'est des gens qui ont adhéré volontairement à la cause du président Macky Sall et qui ont cru à sa vision et à ses idées. Maintenant, ces gens-là ne peuvent pas, après que le président soit installé à la magistrature suprême, que ces gens-là se retrouvent en face de ces transhumants, comme vous l'appelez, qui n'ont ni foi ni loi, qui vont venir souiller notre parti. Oui, parce que la réalité politique l'impose, parce que ces gens, ils ont souvent aussi des bases politiques, et le président de la République voudrait en profiter, d'autant plus qu'il y a la question de sa réélection. Il y a la question de sa réélection. Mais M. Amara, tenez-vous bien qu'aujourd'hui, les populations, les citoyens sénégalais, c'est des citoyens avertis. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire la politique comme on avait l'habitude de la faire. Quand le président de la République a demandé aux gens de faire de la politique autrement, quand il appelle à la rupture, et on ne peut pas appeler à la rupture et faire de la continuité. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et je vous dis aujourd'hui, les Sénégalais, c'est des gens qui sont avertis. Personne, fût-il quelqu'un qui se réclame de n'importe quelle obédience, quelle que soit sa base politique, aujourd'hui, ces citoyens-là, ces électeurs, ne suivent plus comme des moutons de paniche. Les leaders qui vont transhumer, ils vont partir, mais sans leur base. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils en sont conscients. La politique, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Ils partent sans leur base, cela n'a pas été prouvé dans votre zone, par exemple pour Omar Gueye qui a quand même remporté les élections locales. Vous voulez que je vous dise ce qu'il représente? Tenez, ça c'est les chiffres des élections. Vous avez pour le département de Rufisque 194 865 inscrits. On a eu 102 150 votants, soit un taux de participation de 52%. C'est-à-dire la vision Rufisque que vous avez créée parallèlement à la liste Benno Bokk Yakaar.
Non, non, pas vision Rufisque, c'est-à-dire que c'est toutes les sensibilités. Vous parlez de qui quand vous dites qu'on a eu? Non, je veux dire que, ça je parle globalement, je ne parle pas encore de ce que chacun pèse. Je veux dire que dans le département, voilà ceux qui ont été aux élections. Nous avons eu, sur 194 865 inscrits pour le département de Rufisque, nous avons 102 150 suffrages valablement exprimés, soit un taux de participation de 52%. Ça veut dire que la moitié des électeurs ne s'est pas déplacé pour aller aux élections. Maintenant, sur cette moitié, si je vous donne globalement Benno Bokk Yakaar pour les 4C, les communes de Bambilor, de Sangalkam, de Plandier Diakhaay et de Tivaouane Peulh, c'est-à-dire que les communes qui forment l'ex-communauté rurale de Sangalkam. Vous avez Benno Bokk Yakaar comptabilise 9% seulement des suffrages exprimés dans le département. Aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar, incarné par le ministre Omar Gueye, ne pèse même pas 10% de l'électorat du département. Vous prenez le président du conseil départemental, à Rufisque-Est, ces suffrages obtenus, la liste Benno Bokk Yakaar, rapportés aux suffrages valablement exprimés du département, il pèse que 2%. Oui, mais en allant à ces élections, l'objectif était de gagner. L'objectif était de gagner. Et vous, par exemple, l'objectif c'était, je vous cite, de casser le mythe Omar Gueye. L'objectif n'était pas de casser le mythe Omar Gueye. Nous, notre objectif... Je n'ai fait que vous citer. Quelque part, c'est ressorti dans le discours, dans le discours de campagne. Mais la réalité, c'est-à-dire que nous, le fait que nous ne soyons pas allés dans la liste Benno Bokk Yakaar lors de ces élections-là ne veut pas dire que nous ne sommes pas des militants et responsables de l'APR. C'est-à-dire que c'est pour éviter, parce que nous c'était notre conviction, parce que quand il faut croire en quelque chose, notre conviction c'était que plus de la moitié des populations avaient tourné le dos à M. Omar Gueye. Et pour éviter que ces électeurs-là aillent voter, que ces voix aille dans l'escarcelle de l'opposition, il fallait que nous allions sur des bannières de la majorité présidentielle pour éviter que les voix aillent dans l'escarcelle de l'opposition. Là, j'ai l'impression que c'était une mise en scène pour barrer la route à l'opposition. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de mise en scène, c'est une réalité. Même si nous avons des divergences entre nous, mais nous allons nous battre pour que l'opposition ne passe pas. Bon, mais malheureusement, les divergences étaient si profondes qu'on n'a pas pu barrer la route à l'opposition au niveau de Rufisque. Vous savez que toutes les communes de Rufisque, Rufisque-Est, Rufisque-Ouest, Rufisque-Nord ont été remportées par l'opposition. Et même la ville de Rufisque a été remportée par l'opposition. Donc aujourd'hui, ces divisions-là ont permis au PDS d'avoir un boulevard. Et si on y prend garde, ce boulevard va s'élargir. Parce que tout simplement, il est temps que les gens arrêtent de se crêper les signaux, de se casser du sucre dans le dos, de se regarder en face, dans les yeux, dans le blanc de l'œil et de se dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres que je vous donne doivent faire froid au dos de certains. Quand je vous dis que des gens d'envergure nationale ou départementale qui ne représentent même pas 2% de l'électorat, si je rapporte les voix, par exemple, M. Gueye, dans l'ensemble du département, il n'a obtenu pour les 4C que 9 788 voix sur les 102 000 voix exprimées, suffrages exprimés. Mais ça ne représente rien du tout. Vous prenez M. Souleymane Ndoye, il pèse 2,37%. M. Omer, il pèse moins de 2%. Si on se base sur les élections qui sont sorties des urnes. Alors, ce n'est pas avec ces chiffres-là, même mis bout à bout, qu'on va arriver à gagner les élections en 2017 et dès le premier tour. Donc c'est déjà un appel... Non, non, c'est-à-dire que c'est clair. L'appel que je lance à mes camarades de parti, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence pour éviter que nos égos ne nous détruisent. Aujourd'hui, chacun de nous, mis individuellement, ne représente pas grand-chose. C'est vrai que nous avons des intérêts et des ambitions personnelles. Mais ces ambitions-là, ils ne sont rien du tout face aux intérêts de ces populations. Moi, l'exemple que j'ai toujours l'habitude de donner,
moi j'habite là depuis plus de 20 ans. J'entretiens d'excellents rapports avec les populations, dans tous les sens. Ce n'est pas pour des élections ou pour une ambition personnelle que je vais me mettre à dos ces populations-là. Aujourd'hui, il y a de deux bords. Il y a un appel à la réconciliation. Personnellement, le président du conseil départemental s'en est ouvert à moi. Il m'a appelé. Nous avons discuté longuement au téléphone. Je lui dis qu'il y a deux choses sur lesquelles on est d'accord. Nous sommes tous membres du même parti, l'Alliance pour la République. Nous voulons tous réélire le président de la République, son Excellence Macky Sall, dès le premier tour en 2017. Ça, c'est des objectifs communs et ça, nous le partageons. Vous croyez que c'est possible, quand le parti prône la rupture et qu'on ne sent pas cette rupture-là? Non, c'est-à-dire que nous qui étions allés sur d'autres listes. Là, je ne parle pas de l'union que vous cherchez entre vous ici, mais je parle d'un point de vue, enfin, je parle de façon très globale, l'APR, la gestion pendant 2 ans. Vous avez promis la rupture et aujourd'hui, on ne le sent pas. Si pourtant, il y a cette rupture, elle est là. C'est vrai que c'est difficile, c'est-à-dire que les gens, ils sont hostiles au changement. Ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Les gens ne veulent pas changer. Mais elle se trouve à quel niveau? Elle se trouve où? Dans quel secteur? Mais dans la gestion de l'État. Dans la gestion de l'État, vous avez, effectivement, il y a des ruptures. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Quand on a porté le président de la République à la magistrature suprême, mais c'était l'euphorie de tout bas. Mais il y a des gens qui n'étaient pas sincères. C'est-à-dire qui étaient là pour des postes, pour des prébendes. Et ça aussi bien du bord politique que du bord de la société civile. Et vous avez vu, quand le président a déroulé avec son slogan la patrie avant le parti et une gestion sobre et vertueuse, c'est pas un vain slogan. On a l'impression aujourd'hui, en tout cas c'est pas moi qui le dis, beaucoup d'acteurs de la société civile, dans les médias, on dénonce aujourd'hui une gestion clanique, familiale de la chose publique. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire que quelque part, c'est vrai qu'on on peut pas ne pas en parler. Souvent, à tort ou à raison, on parle de la gestion Faïsal, du clan Faïsal. Mais tenez-vous, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, je vous disais que la première dame, tout le monde connaît son engagement dans ce parti et auprès de son époux. Pendant son engagement ou son influence? Son influence ou son importance, ou son engagement. Pendant les heures de braise, avant la chute du régime d'Abdoulaye Wade, mais Marème Faye était toujours aux premières loges quand il s'est agi de manifester, de marcher au niveau de l'Obélisque. Elle y était à la première heure et elle quittait en dernier. Cela lui donne aujourd'hui le pouvoir. Que c'est son engagement. Et la paire aussi, elle en est comptable parce qu'elle fait partie des membres fondateurs de l'Alliance pour la République. Mais ce n'est pas parce qu'elle est l'épouse du président de la République qu'elle ne doit pas jouer son rôle. Maintenant, s'il y a, que ce soit la première dame ou que ce soit quelqu'un d'autre, nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit, chacun joue son rôle. Vous semblez cautionner donc cela. Ça ne vous pose absolument pas problème que la famille, par exemple, de la première dame soit très en vue dans la gestion de la chose publique? Ça ne vous gêne absolument pas au sein du parti, vous n'en discutez pas, ce n'est pas un problème? Non, si, c'est-à-dire que ça dépend de la façon dont on l'analyse ou dont on le regarde. C'est-à-dire que dire que, parce que tout simplement c'est la famille, c'est la première dame, ou bien que c'est le frère de la première dame, elle ne doit pas faire d'activité politique. Non, ça je ne suis pas d'accord. Là n'est pas la question. On ne dit pas qu'une personne ne doit pas faire une activité politique parce qu'elle est frère ou sœur de la première dame, non.
Là n'est pas la question. Mais la question, c'est comment ces gens-là sont nommés à des postes. Sur quelle base? Et par exemple, donnez-moi un exemple. Je ne vais pas citer de nom, mais vous savez. Oui, bon, je vois qu'il y a un ministre, le maire de Saint-Louis, peut-être, vous faites allusion à ce... Je n'ai cité personne. Mais c'est quelqu'un qui est engagé, qui est allé aux élections, qui a gagné. Et il a gagné ses élections dans son département, dans sa ville. Il n'a pas le droit d'occuper ces... En tout cas, la population semble ne pas cautionner cette présence-là de la Première Dame. Pour preuve, l'association des jeunes marabouts, par exemple, qui porte plainte contre la Première Dame. Oui, vous savez, l'association des jeunes marabouts, on l'a vu du temps d'Abdoulaye Wade, du temps d'Abdou Diouf, c'est-à-dire que c'est des sorties musclées, médiatiques. C'est-à-dire que ça les engage. C'est-à-dire que c'est des citoyens sénégalais, ils sont libres d'aller rester devant les tribunaux, qui que ce soit. Qui que ce soit. Maintenant, ils n'ont qu'à apporter les preuves de ce qu'ils avancent. Ce n'est pas à l'association d'apporter les preuves de ce qu'elle pense, parce que la CREI, c'est justement son rôle de convoquer la personne qui est citée. Non, c'est-à-dire que lorsque c'est la CREI, à ce moment-là, c'est... On dit effectivement que n'importe quel citoyen sénégalais peut saisir la CREI si ce citoyen-là pense qu'un autre Sénégalais s'est enrichi illicitement. Cette plainte a été déposée, je pense, lundi. La question, c'est est-ce qu'on va laisser la CREI faire? Non, mais attendons voir, on ne peut pas présager de quelque chose qui n'est pas là. Je suis désolé de vous dire que si ça, que fera la CREI. Maintenant, si la CREI doit instruire ce dossier-là, s'ils jugent qu'ils sont indépendants. Alors, une dernière question que je voudrais aborder avec vous, une question qui a été abordée par le chef d'État, quand il a rencontré récemment le directeur du parti, c'est son mandat. Il veut un mandat de 5 ans, même si au sein du parti, il y a des gens qui veulent qu'il fasse un mandat de 7 ans. Il dit maintenir. Il dit qu'il va tenir sa promesse, mais en 2016. Moi, je pense que ça, c'est un débat qui est clos. C'est-à-dire que le président... Le débat n'est pas encore clos. Non, le débat, il est clos parce que tout simplement, le président de la République a été ferme. Il maintient son mandat, il ramener son mandat à 5 ans. Et que les élections... Pourquoi 2016? Les élections, c'est en 2017. À quelques mois de la présidentielle. On vient de sortir dans une campagne, dans des élections locales. On ira aux élections présidentielles. C'est quand même 2 ans que le parti est au pouvoir. 2 ans, c'est quoi? Une promesse l'élection électorale. Si le président avait... Le peuple attend que cette promesse-là soit réalisée. Référendum en 2017 ou en 2018, peut-être que là, en ce moment, les gens auraient à dire. Un référendum en 2016 pour des élections en 2017, quand même. Moi, je ne vois pas... On ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Le président, il est ferme. Maintenant, si d'ici 2016, le président revenait vous dire que non, je ne réduis plus mon mandat, en ce moment, les gens peuvent dire. Mais ça, c'est quelque chose qui est tranché, qui est clos. Le président de la République, au lieu de rallonger son mandat, a choisi de le ramener. C'était une promesse de campagne et toutes ces promesses de campagne, il les a tenues. Il a tenu toutes ses promesses de campagne. Non mais ça, là, c'est trop dit. 2 ans seulement. Non, c'est-à-dire que quand je dis il a tenu ses promesses de campagne, quand il était en campagne, il avait promis de rétablir toutes les délégations spéciales, tous les élus qui ont été victimes du régime Wade, dans lequel on avait instauré des délégations spéciales. Ça, il a rétabli. Même si ça n'arrangeait pas son parti. Aujourd'hui, il avait pris l'engagement de réduire son mandat de 7 à 5 ans, mais ça, il le maintient. Ce n'est pas un engagement tenu. Et ce n'est pas encore réalisé. Alors, pratiquement à la fin de l'émission, peut-être un dernier message? Bon, mon dernier message, c'est que tout simplement, nous appelons à l'unité. Notre parti, c'est vrai que traverse des périodes difficiles, mais rien n'est perdu. En 2017, nous avons la possibilité de réélire notre président de la République dès le premier tour. Nous avons la possibilité. Mais pour y parvenir, il faudrait que dès maintenant, aussi bien pour le département de Rufisque que pour l'ensemble des départements du Sénégal où il y a des problèmes au niveau du parti, que la direction du parti reprenne service
et aille au chevet de ces départements, mettre les différentes parties autour d'une table, se mettre d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est réélire le président de la République. Et faire en sorte que les populations voient les réalisations du président, que les gens s'approprient de la vision du président. Vous avez le plan Sénégal émergent qui est une réalité. Vous avez l'acte 3 de la décentralisation qui est en train de se mettre en place. Et tout ça, le président l'avait promis et il l'a réalisé. C'est quand même des projets sur lesquels il y a beaucoup à dire. Mais bon, on n'a pas le temps. Je vous remercie de nous avoir reçus. À dire, mais c'est les changements. C'est-à-dire que là, les gens ont peur de changement. Mais le changement, il le faut. En tout cas, merci d'être venu à cette émission. Merci de nous avoir reçus. Merci, c'est moi qui vous remercie, tout le président. Je vous en prie. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui nous suivez tous les lundis dans l'émission Écho. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation. Merci à la rédaction. Voilà. Lundi prochain pour un autre numéro.